Le thème, comme je ne voudrais pas faire comme tout le monde et remercier. Donc les organisateurs n'ont pas besoin d'être remerciés. Ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. C'est une première. Et c'est la raison pour laquelle je suis très content d'être là. Et je suis confiant en la jeunesse. Les gens qui parlent du fait qu'il n'y a pas de relève se trompent beaucoup. Il y a la relève et la preuve, c'est la chose à laquelle nous assistons actuellement cet après-midi. Merci beaucoup de votre présence. Maintenant, je peux commencer ma... Merci beaucoup. Parfois, avoir l'opportunité de parler après deux autres speakers est une aubaine. Et je suis content parce que de la présentation de Mme Lamrani et de Mme Tahiri, j'ai retenu trois choses. La première, c'est la question de la liberté. La liberté a des limites. La deuxième chose que j'ai retenue chez Mme Tahiri, c'est qu'il n'a pas voulu parler de crise financière. Il se trouve que les crises financières sont toujours derrière toutes les catastrophes et les crises que l'on connaît. La troisième chose que j'ai retenue aussi chez Mme Tahiri, c'est le fait de dire qu'il ne faut pas courir. Hein. Nous avons le temps pour vivre et dans le jargon que tout le monde sait, on dit qu'il faut laisser le temps au temps. Et ce sont les qualités que les diplomates doivent avoir pour pouvoir non seulement défendre les intérêts de leur pays, mais doivent aussi comprendre évidemment les attentes et les intérêts des autres pays. Et c'est la raison pour laquelle mon thème porte sur la réelle politique, sur le pragmatisme, le réalisme, pour faire la paix. Mais pour un petit peu donner de la flavor, un petit peu à ma communication, je vais commencer par parler de quelques dates que j'appellerai des dates magiques. 1884-1885, c'est la conférence de Berlin qui avait décidé le partage de l'Afrique. Ça, c'est une date qu'il faut retenir et je vais vous dire pourquoi je tiens beaucoup à ces dates-là pour donner un petit peu de la valeur à ce que je l'espère, ce que je vais partager avec vous. La deuxième date, c'est 1906. C'est l'acte d'Al-Jaziras qui a décidé, la conférence d'Al-Jaziras, qui a décidé évidemment de l'avenir du Maroc. Troisième date importante et magique, c'est 1916 et c'est la signature de l'accord Sykes-Picot entre le ministre des Affaires étrangères britannique et le ministre des Affaires étrangères français qui ont décidé évidemment du partage du Moyen-Orient et un petit peu le partage de l'héritage de l'Empire ottoman. 1945 aussi est une date très importante. Pourquoi? Parce que c'est la conférence de Yalta qui a décidé évidemment du partage évidemment de l'influence et de la puissance entre les puissances qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Et puis nous avons une autre date, 1990. C'est une date importante parce qu'elle a une relation très, très, très étroite avec ce que nous connaissons actuellement au Moyen-Orient et donc voilà les crises que l'on connaît au Moyen-Orient. Et puis nous avons 2020, c'est Covid. Et donc toutes ces dates-là sont très importantes. Pourquoi? Parce qu'ils vont nous permettre évidemment de comprendre comment les diplomates et les décideurs d'une manière générale, comment ils fonctionnent, comment ils réfléchissent pour pouvoir évidemment gérer les crises et essayer d'instaurer une paix hypothétique parce que généralement la paix n'est pas facile à atteindre puisque les intérêts nationaux sont des intérêts dichotomiques et les gens n'arrivent pas évidemment à s'entendre. Là aussi, il faut encore emprunter quelque chose à Mme Lamrani, donc, qui a parlé de la dimension psychologique. Évidemment, les décideurs qui prennent les décisions sont des êtres humains et donc ils sont aussi soumis à l'impact du stress et parfois ils prennent des décisions qui seraient malheureusement qui vont à l'encontre de l'intérêt des peuples, de leur peuple et aussi de la communauté internationale. Alors, où il y a le pragmatisme dans tout cela? Le pragmatisme, bien, j'ai aussi quelques exemples concrets. Par exemple, 1972, vous avez un ministre des Affaires étrangères américain, Kissinger, qui décide d'effectuer un voyage important en Chine pour évidemment casser un petit peu
comment dirais-je, de dégeler l'iceberg de l'incompréhension ou de la mésentente entre la Chine et les États-Unis, mais c'était évidemment dans le cadre d'un concept plus précis, celui de casser cette alliance entre l'Union soviétique de l'époque et la Chine, qui, selon les Américains, allait à l'encontre des intérêts américains. Et là aussi, j'emprunte à madame, aux deux dames, que je salue au passage, quelque chose, parce qu'ils m'ont fait réfléchir à un paradigme important qui s'appelle le choix rationnel. Le paradigme du choix rationnel, bon, c'est, pour le faire donner une définition plus ou moins précise, c'est lorsque vous avez des préférences, vous avez l'importance du rôle, l'importance de la culture, qui permet évidemment aux décideurs de prendre une décision en la matière. Donc, en 1972, nous avons un secrétaire d'État qui était ancien conseiller à la sécurité nationale, qui a décidé évidemment d'aller en Chine et instaurer évidemment un dialogue entre les deux pays. Et puis, nous avons... est-ce que c'est à cause de moi? Et donc nous avons 1990, par exemple, lorsqu'il y a eu la décomposition de l'Union soviétique, tout le monde avait pensé que c'était la fin de la guerre froide. La guerre froide n'est pas encore finie, si je ne m'abuse. Et nous avons un chef d'État qui est Mikhail Gorbatchev, qui a décidé d'une manière plus ou moins courageuse de prendre la décision idoine. Et cette décision consistait évidemment à accepter la décomposition de l'Union soviétique en contrepartie d'un certain nombre de promesses qui ont été faites par l'Occident de permettre à la Russie, évidemment, non seulement survivre, mais d'avoir son mot à dire dans la foulée de ce que j'avais dit tout à l'heure en annonçant la première date, l'une des dates, comment dirais-je, le 1945, c'est-à-dire, j'ai oublié et donc, parce qu'à cause de ça, donc, ça m'a un petit peu détourné dans mon attention. De toute façon, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que donc, la date 90, donc 1990, était très importante, et donc ça a permis à un chef d'État qui est Gorbatchev, et par la suite Yeltsin, de comprendre qu'il fallait faire des concessions. Et c'est ça le pragmatisme, le réalisme, ou la réelle politique, qui consiste évidemment à ce que les décideurs, à un moment donné, comprennent qu'il faut faire des compromis et qu'il faut s'asseoir à la table des négociations et résoudre un problème. Et donc, j'arrive à Covid. Pourquoi Covid? Covid a été évidemment quelque chose d'extraordinaire parce qu'il a constitué ce qu'on appelle une coupure épistémologique en termes de en sciences sociales, mais aussi en politique. C'est lorsqu'il y a un passage d'une époque à une autre époque et que ce passage-là n'était pas en principe pensé, mais qui est arrivé. Mais dans la vie et la conscience des décideurs, cela évidemment fait partie des choses normales dont ils ont la charge. Et donc Covid, qu'est-ce qui s'est passé? À Covid, personne ne s'y attendait. Naturellement, les gens parlent parfois de théorie de complot. Et moi, je ne partage pas cette idée, mais l'essentiel, c'est que la réelle politique d'après la Covid, ou le Covid, ou la pandémie du Covid, a fait qu'un certain nombre de décideurs, moi que j'appellerais l'État profond international, mondial, ont décidé de s'occuper d'un certain nombre de conflits endémiques auxquels ils ont participé d'une manière ou d'une autre. Et c'est la raison pour laquelle on a assisté à la résolution d'un certain nombre de conflits, par exemple Nagorno-Karabakh entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, la Syrie et d'autres conflits, y compris
la question du Sahara marocain, ça aussi entre dans cette optique-là de régler tous les problèmes, les conflits endémiques pour pouvoir réfléchir. Pourquoi? Parce que la réelle politique a imposé ce choix-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément très important dans certaines personnes, le public d'une manière générale, est fier, est un petit peu, comment dirais-je, fervent, c'est de s'intéresser un petit peu au principe. Et je prendrai par exemple le principe du droit du peuple à disposer d'eux-mêmes. À un certain moment, c'était vraiment à la mode. Et à travers ce principe-là, auquel le Maroc adhère naturellement, on a vu l'apparition d'un certain nombre d'États, d'identités, qui se sont par la suite trouvés dans ces situations d'impuissance à se gouverner. Tout à l'heure, Mme Tahiri parlait de gouvernance. Donc, ces gens-là n'arrivaient pas à se gouverner. Et on a assisté à ce qu'on a appelé par la suite failed states, ou États faillis, ou phantom states, ou quasi-states. Ce sont des États qui n'arrivent pas à se gouverner. Ils ont besoin de l'apport de la communauté internationale pour évidemment survivre. Tout cela pour vous dire quoi? Pour cela pour vous dire que la diplomatie est importante. Encore faut-il définir la diplomatie par rapport à la politique étrangère. Un certain nombre de pays ont une politique étrangère. Ce sont des règles générales qui sont définies, des principes, mais pour les mettre en œuvre, il faut tout simplement avoir une diplomatie. La diplomatie, évidemment, les structures étatiques, mais on oublie souvent un agent très important et sans lequel la diplomatie n'a aucun sens, c'est le diplomate lui-même, c'est la personne. Et là, je reviens évidemment, et j'emprunte aussi à Mme Amrani et Mme Joté, la dimension psychologique. Donc, parce que pour prendre une décision en politique étrangère, en diplomatie, face à une situation de crise, il faut que la personne soit outillée, il faut avoir qu'elle ait du recul, qu'elle connaisse ses dossiers, il faut aussi qu'il puisse avoir la main. Et là, les diplomates sont d'abord des médiateurs. Alors le choix des médiateurs, ça se fait en fonction de la qualité de la personne qui est choisie. Donc c'est la raison pour laquelle on parle de la diplomatie officielle, mais il y a la diplomatie parallèle, la diplomatie parlementaire, et la diplomatie secrète, la diplomatie des services secrets aussi, la diplomatie militaire, la diplomatie des hommes d'affaires, la diplomatie académique. Et tout cela fait que la décision, lorsqu'elle est prise, elle est mûrie, elle est bien réfléchie, et cela dépend aussi de la confiance dont bénéficie cet agent, pas l'agent, mais disons cet acteur qui est diplomate. Donc, pour faire la paix, on a besoin d'un certain nombre d'ingrédients importants, mais tout dépend évidemment de celui qui va les mettre en œuvre, qui va un petit peu les concocter et les présenter au public. Voilà, donc si je reprends les dates dont j'ai parlé au début, les retombées de la conférence de Berlin 1884-85 sont toujours là. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a eu la vague des indépendances au début des années 50-60, donc on a basé un petit peu la diplomatie pour, évidemment, en fonction de la conférence d'Yalta 1945, on a pensé à résoudre le problème sans le résoudre et un petit peu laisser la situation à travers un certain nombre de conflits endémiques. D'où le principe de l'intangibilité des frontières, qui n'est pas un principe du droit international. C'est une pratique qui a été un petit peu concoctée, mijotée, afin de calmer le jeu sans évidemment résoudre le problème le plus important. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, si on prend la question du Sahara marocain, eh bien, toute la question a été un petit peu créée autour de la question des frontières. Donc, je ne voudrais pas entrer dans les détails. Donc, vous avez compris. Donc, c'est la même chose pour les autres conflits qui ont suivi. Donc, j'ai encore quelques minutes, mais pour vous dire tout simplement qu'il faut
être un petit peu vigilant, il faut être prudent quand il s'agit de d'épiloguer sur des événements, que ce soit politiques ou diplomatiques. Ce qui m'amène un petit peu au point suivant, c'est que l'après-Covid est très important dans ce qui va un petit peu influer sur l'avenir des relations internationales et en ce qui nous concerne, les relations intermaghrébines. Alors, pour pouvoir parler un petit peu de réel politique, eh bien, le Maroc, par exemple, a démontré, lorsque, en 1989, Sa Majesté le roi Hassan II, Feu Hassan II, a accepté ou a convoqué un sommet maghrébin qui a donné lieu à l'Union du Maghreb arabe, c'était dans son esprit donc une décision pragmatique, parce qu'il avait permis à un certain nombre de pays qui étaient de chefs d'État voisins, qui étaient dans des situations difficiles, de se réunir et de sortir avec une décision aussi importante afin de calmer le jeu au moment où tout le monde savait que l'Union soviétique allait avoir des problèmes et qu'il fallait un petit peu calmer le jeu sur un certain nombre de fronts régionaux. Et le Maroc l'a fait à cette époque-là, comme pourquoi pour anticiper un petit peu sur ce qui allait devenir la conférence de Madrid 1991, qui a un petit peu ébauché les grandes lignes de ce qui allait devenir la paix au Moyen-Orient, qui n'a pas marché. Mais pourquoi? Tout simplement parce que l'idée essentielle derrière cela, c'était de calmer le jeu. Et toujours sur la question du Sahara marocain, lorsque le Maroc, Sa Majesté le roi, le Maroc a présenté l'initiative d'autonomie 2007, c'était aussi un choix pragmatique afin de sortir de cette idée un petit peu saugrenue de vouloir mettre en œuvre le principe de l'autodétermination à n'importe quel prix et continuer évidemment ce chaos qui avait été créé à la suite de l'acceptation du principe de l'intangibilité des frontières. Donc le choix rationnel est là, le pragmatisme a été là, et donc c'est un exemple. Un autre exemple, le fait que le Maroc ait décidé de retourner à l'Union africaine en 2017, c'était dans la même logique. Mais bien avant cela, il y avait Sadat, qui, lorsqu'il avait conclu les négociations, le traité de paix à Camp David, dont son idée c'était de préparer le terrain pour la création d'un État palestinien, mais les choses n'ont pas marché comme c'était prévu, et vous connaissez un petit peu la suite.